Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et j'espère que vous m'entendez tous. Mon nom est Natasha Hayward et je suis la dirigeante du programme mondial agriculture et sécurité alimentaire ou le GASP. C'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette session d'information sur notre appel à proposition. Nous apprécions votre intérêt et le fait que vous avez pris le temps de vous joindre à nous et j'espère que cette séance fournira l'occasion de pouvoir mieux comprendre de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de l'appel à proposition du GASP. Vous pourrez avoir des questions concernant les objectifs, la procédure et j'espère que nous saurons répondre à vos questions parce que la plupart d'entre vous sont probablement intéressés à émettre une proposition. Alors, certains d'entre vous peuvent être familiers avec le programme, d'autres moins. Alors, nous aimerions vous donner, il s'agit en fait d'une occasion pour vous donner un peu de contexte concernant le GASP, parce que comme certains d'entre vous le savent, nous sommes un programme multilatéral d'investissement dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire qui a été établi il y a environ 10 ans pour faire face aux problèmes posés par la crise alimentaire de 2008. Et nous investissons dans les pays à faible revenu. Nous visons les lacunes et nous essayons de soutenir les pays et les clients pour viser les priorités des pays en ce qui concerne les besoins d'investissement au niveau de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. L'appel à proposition est historiquement la façon la principale avec laquelle nous avons rendu nos ressources disponibles aux pays et nous visons des pays qui sont souverains. Et cette année, en 2021, nous sommes très heureux parce que nous élargissons notre appel à proposition, non seulement pour rendre nos subventions disponibles au gouvernement, mais aussi nous invitons des propositions de la part des organisations de producteurs. Donc, mes collègues en discuteront davantage. Et donc, il y aura des petites subventions qui seront rendues disponibles aux propositions qui seront établies et préparées et menées, pilotées par des organisations de production, de producteurs, par des associations d'agriculteurs. Et donc, dans le format de ce matin, après vous avoir souhaité la bienvenue, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Pauline qui va se présenter et elle va nous accompagner au cours d'une présentation. Il y a différentes diapos, environ 20, et sa présentation durera environ 20 minutes. Elle présentera différents éléments comme la procédure à suivre et des informations clés que vous devez connaître si vous souhaitez présenter une soumission. Et donc, une fois qu'elle aura terminé sa présentation, nous passerons à une période de questions-réponses. Et comme vous pouvez le voir, nous utilisons la plateforme Zoom. Et ce que nous souhaiterions proposer pour la période de questions-réponses, c'est de prendre avantage de la boîte chat que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Et donc, je vous invite à écrire vos questions, à taper vos questions dans la boîte chat. Je vais modérer, présider cette séance. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions et je serai aussi aidée par les collègues de mon équipe qui vont se présenter à un certain point. J'ai Tammy de la cellule du bureau de coordination et qui interviendront au besoin. Alors, j'aimerais faire d'autres remarques. Comme vous le savez, nos séances sont enregistrées. Ceci est afin de pouvoir rendre ces enregistrements disponibles hors ligne pour ceux qui n'ont pas été en mesure de participer, surtout. Et il y aura également de l'interprétation en simultané en français et en anglais. J'espère que vous êtes déjà familiers. Il y a des options en bas de l'écran, vous le voyez à droite,
Alors, ça vous permet de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter. Utilisez cette option au besoin. Et ceci étant dit, encore une fois, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir passer quelques minutes avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre intérêt et de participer aussi à ce 6e appel à proposition. Et je me réjouis à l'avance de participer aux discussions qui suivront. Et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Pauline. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à chacun d'entre vous. Merci d'être avec nous et de participer à cette séance d'information du GAFP. Et tel que Natacha l'a déjà déligné dans sa brève intervention, j'aimerais quand même vous donner davantage de contexte concernant le GAFP et sur les étapes à suivre pour présenter votre demande, les critères d'éligibilité, les entités de supervision qui sont un aspect spécifique au GAFP, les critères d'évaluation, le modèle pour la demande, les échéances, et également, nous parlerons de certaines informations clés, etc. Alors, Natacha a parlé du GASP qui a été établi en 2007-2008 pour faire face à la crise alimentaire mondiale. C'est un instrument financier pour combattre la malnutrition et la pauvreté. Et nous avons alloué environ 1,3 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars jusqu'à maintenant, finançant 64 projets dans 39 pays. Et ce 6e appel à proposition a été lancé à la fin du mois de mai de cette année et son échéance est le 8 septembre 2021. Les demandeurs visés sont des pays, organisations de producteurs et des pays qui sont IDA ou ID. Nous avons 150 millions de dollars à destiner, donc 125 millions sont destinés au pays et 25 millions destinés aux organisations de producteurs. Les décisions finales seront faites vers la fin du mois de décembre. Donc, quel est le processus à suivre? Eh bien, c'est plutôt simple. Il s'agit de 3 étapes. Nous invitons les demandeurs, les candidats à compléter la demande, le formulaire. Ceux qui n'ont pas vu de quoi il s'agit, les modèles sont disponibles en ligne et peuvent être téléchargés. On y décrit toutes les exigences. Et voilà où on peut télécharger ces documents. J'y reviendrai. Les pays qui font demande doivent identifier leur entité de supervision et les propositions doivent inclure aussi les documents d'appui et devront être soumis de façon électronique non plus tard qu'à minuit, septembre 8, heure de Washington. Alors, c'est une échéance qui est absolue. On ne peut pas être retardataire. Le GAFP ne fournit pas de financement pour soutenir la préparation de votre demande. Et ceci, la préparation de la proposition est entièrement de la responsabilité du candidat. Donc, quel est l'objectif et la portée de cet appel? Eh bien, cet appel vise à soutenir les réponses à moyen et long terme pour faire face à la COVID-19 dans le sens de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, afin de pouvoir reconstruire en mieux. Et donc, au sein de cet appel, il y aura aussi un focus sur le rétablissement
et comment faire face à la COVID. C'est le biais particulier de cet appel. Et donc, les modalités par pays euh, sont divisées. Alors, les modalités sont divisées par pays ou par organisation de production, organisation de producteurs, OP. Et donc, on a les demandes doivent inviter aussi des investissements du secteur privé et doivent être conformes au plan d'investissement agricole des pays. Euh, Aussi, on a des modalités pour les OPE où on doit viser l'amélioration des compétences on vise les projets qui peuvent améliorer les moyens de subsistance et améliorer l'accès au financement, aux technologies, etc. Donc, voici les deux modalités distinctes il y a donc des modèles différents pour les pays et pour les OP. Alors, même si les modalités sont plus ou moins semblables, il y a des petites différences que je vais souligner. Au sein de la paix, il y a aussi un focus, une orientation, une priorité sur des thèmes transversaux, dont, par exemple, l'autonomisation des femmes et des filles, la résilience au climat et les résultats nutritionnels améliorés. Et donc, on ne demande pas à ce que vos projets adressent ces trois aspects, mais si ces thèmes sont adressés, vous devez le souligner dans votre présentation, dans votre demande. Euh, Par exemple, si vous visez en particulier les femmes et les petites filles, ou si vos objectifs ont un biais sur les résultats nutritionnels, mentionnez-le. Parce que c'est un point à votre faveur. Donc, qui est éligible pour faire demande? Eh bien, comme je l'ai mentionné, il y a euh, deux catégories. Alors, les pays sont les pays, on en a 57 qui sont éligibles. Il y a la liste de ces pays qui est affichée au tableau. Ce sont des pays AID actifs. Et donc, pour les OP, toute organisation de producteurs qui fait demande devrait être aussi actif dans un pays AID actif. Donc, en termes d'organisation de producteurs éligibles, un bon nombre d'entre vous aura des questions là-dessus. Eh bien, premièrement, l'OP doit être enregistrée et doit aussi travailler au sein d'un pays éligible qui a été mentionné, un des 57 pays qui a été mentionné. Ces objectifs doivent être alignés avec les objectifs du GASP au niveau de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et il doit aussi y avoir il doit s'agir de petites entreprises ou d'agriculteurs qui visent la chaîne de valeur. Et donc, il y a des organisations et des syndicats, des fédérations. Alors, toutes ces parties prenantes doivent être incluses et notées. Les pêcheries artisanales, les éleveurs, les peuples indigènes. Euh, alors, tout ça fait partie de notre définition des OP. Alors, en tant qu'une organisation de producteurs est identifiée, alors on peut aussi avoir des ONG, des sociétés civiles qui peuvent travailler aussi avec une OP et faire partie du projet. Alors, par contre, l'OP devra être considéré le chef de file. Et il y a pour les pays, il peut y avoir une proposition par pays acceptée. Donc, euh, si le pays considère plusieurs propositions, il doit choisir une seule proposition. Si on reçoit plus qu'une proposition d'un même pays, eh bien, nous
demanderont au pays de prioriser un seul projet. Et il y a il y a des projets régionaux, donc pluriétatiques. C'est une option, mais si un pays fait partie d'un projet pluriétatique, il ne pourra pas présenter un projet pour son pays. Et donc, tous les projets, tous ces projets régionaux doivent également inclure des pays IDA et AID. Et donc, chaque organisation, toutefois, au sein d'un même pays, peut y avoir pour les OP, alors plusieurs organisations peuvent se fournir une proposition au sein d'un même pays. Donc, c'est possible. Donc, les OP ne peuvent pas, par contre, s'allier avec d'autres OP de d'autres pays. Je vais maintenant parler des entités de supervision. Chaque proposition sera soumise ayant identifié son entité de supervision. Donc, on soumet une demande en ayant identifié l'entité de supervision. Les projets, cette entité de supervision agira aussi à la mise en œuvre. Et il y a la Banque de développement africaine, asiatique, interafricaine, le FIDA. Alors, la FAO et le PAM et la Banque mondiale sont tous des entités de supervision. Ce sont 7 entités de supervision qui sont reconnues et que vous pouvez choisir. Pour les organisations de production, on ne choisit qu'une seule entité de supervision. Et pour les pays, cependant, on doit choisir un partenaire qui soit une banque de développement et également le pays peut choisir une deuxième entité de supervision qui serait destinée, qui peut être le FAO ou le PAM, qui servira à fournir de l'assistance technique. Donc, en plus d'aider à la préparation de la proposition, eh bien, ils aident aussi au niveau de l'exécution du projet. Funds are then channeled through this supervising entity. And key is that the chosen supervising entities, policies and procedures. Et il faut donc choisir la politique et les procédures de l'organe de supervision. Si vous avez déjà travaillé avec ces organisations dans le passé, c'est semblable à tous les autres projets qui ont été mis en œuvre à travers ces organes de supervision. Alors, comment choisir votre organe de supervision? Généralement, nous vous conseillons de vous appuyer sur des collaborations précédentes avec l'un de ces organes de supervision. Alors, certains d'entre eux sont plus présents dans certains pays ou dans certaines régions, ou bien ils ont plus d'expertise ou un portefeuille qui est plus en ligne avec la proposition que vous souhaitez faire. Donc, on vous suggère en fait de renforcer les relations qui sont déjà existantes, mais bien évidemment, vous pouvez vous adresser à n'importe quel de ces 7 organes de supervision. Alors, pour entrer en contact avec ces organes, on vous invite à vous adresser aux bureaux locaux. Généralement, il y a toujours des bureaux de pays de ces organes dans les pays qui sont éligibles.
Et si vous n'arrivez pas à établir un lien comme ça, vous pouvez entrer en lien avec l'unité de coordination du GAFSP et on vous aidera à rentrer en contact avec l'organe de supervision. En ce qui concerne la préparation de votre soumission, bien évidemment, c'est le pays qui est responsable de la soumission, mais toutefois, on vous invite à vous consulter à votre organe de supervision afin qu'il vous aide à établir et à formuler votre soumission et à voir aussi quels sont les documents d'appui. Généralement, il faut qu'il y ait une lettre de recommandation de l'organe de supervision. Alors, quels sont les critères d'évaluation? Vous les trouverez plus dans le détail dans les directives, mais il faut qu'il y ait des activités qui soient efficaces et qu'il puisse y avoir aussi des résultats mesurables et qu'il faut aussi répondre à moyen et à long terme à la pandémie de la COVID-19 et à un redressement durable du secteur agricole et alimentaire. Il y a aussi une section qui se concentre sur l'analyse des opportunités posées par le secteur privé afin qu'il puisse y avoir d'autres opportunités d'investissement de la part du secteur privé. Généralement, on demande donc d'avoir des données factuelles et d'apprendre aussi de se baser sur les leçons apprises. De façon semblable pour les organisations de producteurs, il faut se concentrer sur les petits entrepreneurs, l'accès au financement, à l'amélioration de la résilience et des profits pour les petits producteurs. Et il y a toujours le critère de base d'activité qui soit efficace par rapport à leurs coûts. Mais comme je l'ai déjà dit, tout ceci est expliqué avec beaucoup plus de détails dans les deux directives que vous trouvez sur notre site. Alors, quel est le modèle de la proposition? Afin de faciliter la procédure de soumission, il faut tout d'abord répondre à toutes les questions du questionnaire. Soyez bref et concis. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de faire une proposition qui ne soit pas plus longue que 20 pages, y compris les documents. Et dans le modèle de proposition, nous avons indiqué donc des longueurs de pages indicatives. Elles sont indicatives. Donc, vous pouvez, disons, apporter quelques petites variations à votre proposition. Donc, les directives et le modèle sont présentes sur le site en anglais et en français. Toutefois, on vous demande de soumettre vos propositions en anglais puisque c'est la langue de travail du GAFSP. Mais afin de vous faciliter la tâche, nous avons traduit la directive et le modèle en français afin que vous soyez mieux en mesure de les rédiger. Alors, aussi en ce qui concerne la valeur monétaire du don que vous demandez, il doit être exprimé en dollars américains. Alors, on ne vous demande pas trop de documents, même dans la proposition. Mais on vous demande, s'il vous plaît, de mettre des liens si vous estimez que ceci est nécessaire dans votre réponse et indiquer aussi quels sont les points les plus importants de ces liens hypertextuels afin que ceci puisse faire partie de votre dossier de proposition. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous servir de Dropbox ou d'autres logiciels de partage de documents. Alors, que faut-il nous envoyer? Alors, le modèle de proposition,
il y a 5 sections, donc les données de base, la description du projet, une section sur le contexte, l'environnement politique de la proposition, du projet de proposition, les thèmes transversaux, ensuite la mise en œuvre du projet, la durabilité et le budget. Et ensuite, il y a 5 annexes qu'il vous faudra compléter et qui sont en dehors de ces 20 pages, et sauf pour l'annexe D, c'est-à-dire si vous avez déjà reçu des dons du GASP. Alors, le processus de soumission et l'échéance, j'ai déjà dit que l'échéance, c'est le 8 septembre à minuit, heure de Washington, D.C. Alors, à qui faut-il soumettre la proposition? Alors, pour les pays, la proposition doit être soumise par le ministère des Finances ou un autre ministère équivalent qui s'occupe de développement, d'aide au développement. Donc, par exemple, le ministère de la Planification. Et pour les organisations de producteurs, nous vous demandons donc de soumettre votre proposition à travers votre organe de supervision qui le fera pour vous, puisque ce sont eux qui devront par la suite soumettre la proposition à l'unité de coordination du GASP. Alors, on vous encourage bien évidemment à soumettre vos propositions bien à l'avance, avant l'échéance, puisqu'il pourrait toujours y avoir des petits problèmes techniques et afin d'éviter tout problème de dernière minute. Alors, le paquet, le dossier de soumission, que faut-il qu'il y ait dedans? Alors, tout d'abord, les documents. Pour les pays, il faut aussi une lettre du ministère des Finances ou de tout autre ministère qui soit pertinent, ministère éventuellement technique, c'est-à-dire une lettre avec la signature de tous les ministres pertinents, ou bien il peut y avoir plusieurs lettres, chacune de chacun des ministres. Ceci n'est pas nécessaire, donc n'est pas une condition requise pour les organisations de producteurs. Une déclaration de la part des organes de supervision qui disent qu'ils sont prêts à vous appuyer. Alors, en disant donc qu'ils ont bien un portefeuille dans le pays qui vous intéresse et qu'ils sont prêts donc à vous aider. Ensuite, pour les pays, on demande aussi une lettre d'engagement des partenaires de développement et des groupes de travail sectoriels dans le pays, parce que nous souhaitons nous assurer que cette proposition soit en ligne non seulement avec les priorités du pays, mais aussi avec le plan de développement national agricole, et que cette proposition ne constitue pas un doublon par rapport à des programmes nationaux et qu'elle soit complémentaire et qu'elle arrive à combler des lacunes de financement. Bien évidemment, encore une fois, ceci n'est pas une condition requise pour les organisations de producteurs. Et dernièrement, s'il y a des partenaires de cofinancement, nous demandons une lettre d'engagement de la part de ces partenaires-là, parce que dans le budget, nous vous demandons de souligner les éventuelles possibilités de cofinancement pour cette proposition. Et donc, nous souhaitons que toutes ces possibilités soient mises en exergue. Bien évidemment, ça ne constitue un engagement pour personne, c'est plutôt une lettre d'intention. Alors, une fois que la proposition est envoyée,
Alors, il faut que toutes les propositions soient complètes, que tous les documents soient inclus. Alors, toutes les propositions complètes vont être analysées par le comité consultatif technique, le TAC. Ceci sera fait par des experts du secteur, des experts de nutrition, des experts de climat et de développement. Donc, c'est un groupe d'experts très diversifié qui va analyser chacune des propositions au vu donc des critères de sélection dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, le comité directeur du GAFSP va décider les allocations finales de financement sur la base de l'enveloppe de financement disponible et des recommandations issues du TAC, c'est-à-dire du comité consultatif technique. Alors, tous les candidats recevront donc un avis de la décision du comité directeur en décembre 2021 et ceux qui ont pu accéder et qui ont obtenu ces bourses seront informés. Alors, quelques points à retenir. Des points qui sont importants afin de soumettre votre proposition. Il est essentiel que vous répondiez à toutes les questions du modèle de proposition et que vous fassiez en sorte que tous les documents listés soient présents. Donc, il vous faut répondre à toutes les questions et fournir tous les documents. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a des directives et des modèles, donc une pour les pays et l'autre pour les organisations de producteurs. Il y a beaucoup de points semblables, mais toutefois, il y a des questions spécifiques pour chacune des deux. Donc, assurez-vous de bien vous servir du bon modèle. Je vous le rappelle encore une fois, la proposition finale doit être faite en anglais et toutes les propositions doivent être soutenues par au moins un des organes de supervision du GAFSP. Je vous le rappelle encore une fois, l'échéance est le 8 septembre à minuit, heure de New York, GMT-5. Alors, quelques informations supplémentaires sont disponibles sur le site du GAFSP. Vous voyez ici le courriel. Donc, il y a aussi la question FAQ, c'est-à-dire avec les questions les plus fréquentes. Et vous pouvez toujours nous contacter par courriel sur le courriel du GAFSP que vous voyez affiché ici à l'écran si vous avez des questions à nous poser. Sur le site du GAFSP, il y a donc le modèle, donc les directives et le modèle pour les propositions en PDF. Si vous souhaitez le recevoir en format Word, il suffit de nous envoyer un courriel. Ceci dit, je m'arrête là. Je rends la parole à Natacha et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Great. Many thanks indeed, Pauline, for that very clear overview presentation. I hope it was also clear to those of you who are on the call. But now we do have an opportunity for questions and answers as a follow-up to make sure. Alors maintenant, on va poser des questions pour faire un suivi. Alors, on a déjà posé beaucoup de questions dans le chat et nous avons déjà pu répondre à certaines des questions par écrit. Il serait peut-être utile de répondre à certaines des autres. Alors, je vais reprendre les questions dans le chat. Alors, on va commencer peut-être en parlant des organes de supervision, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur les organes de supervision.
Alors, Pauline, je vais te passer la parole dans un moment, mais est-ce que rapidement, tu peux nous répéter encore une fois qui sont les organes de supervision et de nous faire la différence entre le rôle de supervision et celui d'avis technique. Et peut-être tu pourrais nous parler du rôle des organes de supervision pendant la préparation des propositions, c'est-à-dire donc leur rôle dans la préparation des propositions, mais aussi après, quel est le rôle des organes de supervision pendant la phase de la mise en œuvre, parce que leur rôle est un peu différent dans la phase précédente, c'est-à-dire la rédaction de la proposition, et ensuite par la suite. Donc, Pauline, maintenant, je te passe la parole afin que tu nous expliques plus clairement qui sont ces entités. Merci, Natacha. Alors, comme j'ai mentionné, il y a 7 entités de supervision éligibles et il y a une distinction entre les 5 banques de développement et le FIDA et la FAO et le PAM de l'autre côté. Donc, premièrement, les 7 organes de supervision dont la Banque de développement africaine, asiatique, interaméricaine. Donc, voilà les 3 banques de développement régional. Il y a le Fonds international pour le développement agricole et le Programme alimentaire mondial et la FAO. Et finalement, la Banque mondiale. Donc, pour les organisations de producteurs, vous pouvez choisir n'importe quelle de ces entités de supervision sans aucune distinction. Pour les pays, il faut choisir au moins un organe de supervision d'investissement, c'est-à-dire une des banques de développement, ou le FIDA, ou la Banque mondiale. Donc, vous devez choisir un de ces 5 organes de supervision. En plus, alors, ces organes seront destinés à suivre vos activités d'investissement. En plus, vous avez la possibilité de choisir un organe de supervision pour obtenir du soutien pour vos activités techniques. Et donc, vous pouvez choisir pour obtenir du soutien technique une banque de développement ou encore le PAM ou la FAO. Spécifiquement, alors on peut les choisir spécifiquement pour de l'aide technique. Alors, ceci s'applique exclusivement aux propositions de pays, parce que pour les OP, c'est différent, ils peuvent choisir n'importe quel des 7. Alors, en termes du rôle de l'organe de supervision, alors j'ai mentionné que les demandeurs sont responsables du développement de leurs propositions. Toutefois, l'organe de supervision joue un rôle fondamental d'appui et a également un rôle dans l'exécution du projet. Nous vous encourageons de contacter votre organe de supervision préféré tout au long de la procédure de préparation parce que les projets qui sont développés avec l'aide de l'organe de supervision sont sûrement bénéficient d'une aide, d'une orientation, d'un appui
et qui sert à une élaboration qui a plus de chances d'être retenue. Donc, lorsqu'on passe à la phase d'exécution, c'est-à-dire de projets qui ont été retenus et auxquels on alloue des fonds, eh bien, c'est l'organe de supervision qui va acheminer les fonds. Les fonds ne sont pas acheminés directement au pays ou à l'OP. Tous les financements sont acheminés à travers l'organe de supervision et cet organe de supervision est responsable de travailler avec les pays retenus ou les OP qui sont retenus afin de préparer le projet dans son exécution et soutiendra le pays et les OP durant toute la durée du projet afin de pouvoir servir du soutien dans toutes les phases d'exécution. Et l'organe de supervision va se rapporter au GAFSP en ce qui concerne le projet et sera notre interlocuteur principal du point de vue du GAFSP et sur le projet. Et donc, nous parlerons avec les organes de production pour avoir des mises à jour, etc. Et donc, pour tous les projets, les procédures sont les mêmes en ce qui concerne l'organe de supervision. Et c'est une politique de base qui s'applique à toutes les entités de supervision, des organes de supervision. Donc, en ce qui travailler avec un organe de supervision avec lequel vous êtes familier devrait être sûrement un atout. Merci, Pauline. J'aimerais maintenant fournir des informations supplémentaires pour réitérer quelques points qui sont basés sur les questions que je lis dans la boîte chat. Un est de souligner que les OP et leurs propositions et leurs soumissions doivent choisir une seule entité de supervision, un seul organe de supervision de la liste, donc 1 sur 7, tandis que les pays peuvent en choisir 2, c'est-à-dire un organe de supervision financier et un technique. Et donc, je répète aussi que les soumissions ne peuvent pas, pour les OP, ne peuvent pas être multi-étatiques, tandis que les soumissions par pays peuvent être multi-étatiques. Et donc, il y a plusieurs questions posées dans la boîte chat et nous avons eu une question concernant le rôle des ONG et des sociétés civiles, à savoir si elles peuvent soumettre des propositions et si elles peuvent jouer un rôle de soutien et si elles jouent un rôle d'appui, peuvent-ils être financés directement pour le rôle qu'ils jouent et de quelle façon ça peut être établi dans la proposition. Alors, je vais demander à Pauline de répondre à ces questions et ensuite, nous allons passer aux prochaines questions. Merci, Pauline. Merci, Natacha. Alors, ce sont de bonnes questions. Le rôle des ONG et des sociétés civiles au sein des propositions des OP. Alors, les sociétés civiles et les ONG peuvent soutenir et travailler avec les OP, mais ne peuvent pas soumettre de propositions. Donc, leur rôle est un rôle de soutien dans les activités, dans l'exécution des activités du projet et soutenir les OP de toutes les façons nécessaires ou possibles. Mais ils ne peuvent pas soumettre de demande. Alors, les ONG ne sont pas éligibles à présenter des demandes et de financement. Et donc, les ONG ne peuvent pas être financées directement par le GAFSP
Et s'ils sont inclus comme partenaires d'une OP dans la proposition, il y a un espace alloué dans le modèle de proposition à remplir où vous pouvez identifier ces ONG et où vous pourrez décrire le rôle de ces ONG ou de ces sociétés civiles ou d'autres parties prenantes. Mais le rôle de l'OP qui est chef de file est celui de diriger le projet et les financements qui seraient alloués à ces ONG seraient inclus dans la proposition élaborée par l'OP. Alors, l'OP devra prévoir un budget à cet effet dans sa proposition. Et donc, j'espère d'avoir éclairci cette question. Merci beaucoup, Pauline. Je vois que nous avons différentes questions qui concernent le budget, donc aussi la dimension de la proposition et la durée potentielle du projet. Et je pense qu'il faut vérifier si on a des idées concernant les nombres de propositions que nous nous attendons à recevoir. Et donc, en termes de budget, nous n'avons pas prévu une limite par rapport au budget du projet. Ni une limite minimum, ni une limite maximum. Mais je peux vous donner une indication basée sur des expériences passées. Et donc, pour les pays et leurs propositions et leurs projets, la valeur de la subvention moyenne est environ de 30 millions de dollars américains. J'aimerais toutefois dire qu'il y a eu une réduction du montant alloué au cours des années. Je pense que la plus grosse subvention octroyée a été 50 millions de dollars à un pays et la plus petite a été 8 millions de dollars alloués. Donc, je pense qu'en général, on parle de 10 à 20 millions de dollars par projet en moyenne. Mais on a eu aussi l'initiative du maillon manquant, qui est une initiative pilote pour les OP. Et là, l'ampleur de la subvention est environ 2 à 5 millions de dollars. Disons que la valeur moyenne est d'environ de 2 millions de dollars pour ces projets OP. Et donc, nous n'avons pas prévu une durée précise pour les projets. Je pense que en ce qui concerne le maillon manquant et les OP, ces projets ont typiquement une durée de 3 à 4 ans. Du côté des pays, la durée moyenne est environ de 5 ans. Encore une fois, il s'agit d'informations que nous avons, qui se basent sur nos expériences passées. Alors aussi, au niveau du nombre de soumissions, encore, on se base au niveau de notre expérience et typiquement, nous avons financé environ 1 sur 3 propositions reçues. Donc, un tiers des soumissions sont retenues et obtiennent des financements. Mais les chiffres absolus varient, mais je pense qu'au cours des dernières années, typiquement, nous avons reçu environ de 20 à 25 demandes de la part des pays et nous en avons financé environ 8, parfois 10 sur la totalité des soumissions. J'espère que ça vous d'abord répondu à vos questions. Alors, il y a aussi la question de l'engagement du secteur privé. Vous avez identifié justement qu'on encourage l'engagement du secteur privé
au niveau des projets de pays autant qu'au niveau des projets de OP. Mais si un projet vise sur une initiative, une activité qui dépend du secteur public, ceci est également suffisant. Ce n'est donc pas obligatoire d'avoir l'implication du secteur privé, bien que c'est fortement encouragé. Donc, j'aimerais aussi passer la parole à Pauline pour savoir si elle peut répondre mieux élaborer sur la question de l'engagement du secteur privé. Eh bien, comme je l'ai mentionné brièvement dans nos critères de sélection, nous avons mentionné que le secteur privé et son implication doivent faire partie aussi de la justification de votre proposition, de votre demande. Parce que si vous pouvez juste… Alors, ce qu'on demande en fait, c'est qu'on n'exige pas l'engagement du secteur privé, mais ce que nous recherchons est une analyse du contexte du secteur, du contexte dans lequel votre projet sera élaboré et quelles sont les opportunités offertes par le secteur privé. Et donc, des subventions devraient conduire à une augmentation de l'implication du secteur privé à l'avenir. Donc, par exemple, on peut y avoir une intervention politique qui veut faciliter l'accès de la part des entreprises du secteur privé à la chaîne de valeur agricole et aux opportunités qui en découlent. On peut identifier ces opportunités et justifier l'intervention du secteur public afin qu'à l'avenir, le secteur privé puisse s'impliquer plus facilement. Donc, les opportunités du secteur privé sont intéressantes et doivent être évaluées en ces termes. Et donc, les OP font déjà partie du secteur privé et nous leur demandons d'identifier quand même quelle est la toile de fond, quelles sont les opportunités qui pourraient découler suite à l'application, à l'exécution de leur projet. Quelles sont les entreprises qui sont reliées à l'activité de l'OP et des petits agriculteurs avec lesquels ils travaillent. Natacha, est-ce que tu aimerais élaborer là-dessus? Non, je pense que vous avez tout couvert en autant que la proposition démontre et que le candidat a exploré, analysé le contexte qui concerne le secteur privé, à savoir si le secteur privé peut jouer un rôle ou non, et on aimerait que ces conclusions soient décrites dans la demande qui sera présentée, la demande. Et donc, il faut aussi voir si les activités sont alignées avec le rôle à jouer par le secteur privé. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de faire une analyse du rôle du secteur privé dans le contexte du projet. Alors, je pense qu'on a couvert certaines questions additionnelles. Je pense qu'il y a aussi une question concernant l'organe de supervision, savoir si elle peut soutenir un projet piloté par un OP et aussi par un projet de pays dans le même pays. Et on a aussi posé la question à savoir s'il y a des propositions multiples qui peuvent venir d'un même pays et de quelle façon est-ce que, par exemple, l'organe de supervision peut savoir être mis au courant du nombre de propositions en voie de développement. Et donc, un organe de supervision peut, selon le GASP, appuyer une soumission qui provient d'un OP et une soumission qui provient également d'un gouvernement. Alors,
Alors, la responsabilité de l'organe de supervision qui se base sur un dialogue doit décider si elle peut, oui ou non, suivre les deux projets, mais il n'y a aucune contrainte du côté du GASP qui préviendrait un organe de supervision à s'impliquer avec un OP et un pays, avec plusieurs projets. Donc, il peut y avoir une entente sur la portée des propositions préparées. Et du côté du gouvernement, nous nous attendons à ce que les gouvernements puissent fassent en fait un filtrage de base et qui priorise les projets qu'ils souhaitent présenter et soumettre pour obtenir des financements. Tandis que les OP peuvent soumettre plusieurs propositions, plusieurs OP peuvent soumettre des propositions à même un seul pays. Donc, alors, vers la deuxième phase de la procession, nous allons interpeller nos partenaires, les organes de supervision partenaires, afin de faire une vérification à mi-chemin concernant la préparation des demandes, des soumissions, et afin de pouvoir faire le point sur les activités qui se préparent. Et j'ai aussi une question concernant la nature de l'examen des propositions qui seront soumises et à savoir de quelle façon nous allons procéder. Alors, j'aimerais aussi passer la parole à Pauline. Merci, Natacha. Alors, en ce qui concerne l'examen et la révision des soumissions, des propositions, l'examen des propositions lorsqu'elles sont soumises. Alors, une fois que vos propositions seront reçues, nous allons lire toutes les propositions qui sont reçues et nous allons les réviser avec diligence. Et ensuite, nous allons partager nos considérations avec le TAC, le comité consultatif technique. Et ensuite, elles vont être examinées ensemble par le TAC. Le TAC est indépendant, mais il a une certaine expérience à savoir et peuvent faire un examen approfondi des propositions et parler de leurs mérites et de leurs points faibles. Mais vu qu'on a des ressources limitées, nous ne pouvons pas financer tous les projets qui sont méritoires, malheureusement. Et il faudra prendre des décisions, malheureusement, basées sur le classement basé sur un classement des différentes propositions. Et il y aura des recommandations qui seront émises par le TAC sur toutes les propositions reçues. Donc, toutes les propositions vont être à l'étude, ils vont recevoir des notations, elles vont être classées et sur la base de ces recommandations et du classement, elles seront sélectionnées. Et nos décisions seront basées sur les ressources disponibles. Great. Thank you, Pauline, for explaining that. We do have a couple of further questions. Merci, Pauline. Il y a d'autres questions. L'une des questions, c'était si le rôle des ONG est obligatoire. Et ensuite, est-ce que plusieurs OP peuvent travailler ensemble pour soumettre une seule proposition? Alors, pour la première question, le soutien des ONG n'est pas obligatoire. Si une OP dans un pays se sent tout à fait capable
et indépendante et qu'elle souhaite rédiger sa proposition tout seul, ils peuvent le faire. Et s'il y a des organisations paysannes qui veulent travailler ensemble ou qui veulent collaborer pour la soumission de cette proposition, ça va aussi. Il y avait aussi des questions sur les organes de supervision. Alors, on se demandait quel était le taux de ce coût, c'est-à-dire s'il était déduit du budget de la proposition. Et je crois que c'est en général la façon dont ceci est fait. Mais enfin, Pauline, si tu peux nous en dire plus sur les coûts administratifs des organes de supervision. Alors, est-ce qu'il faut donner des fonds à l'organe de supervision pour ce travail de préparation de la proposition? Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas de fonds du GAFSP pour préparer les propositions. Ce sont les soumissionnaires qui doivent s'occuper de ces coûts-là, de ces frais. Toutefois, il n'y a pas d'obligation. Vous ne devez pas couvrir les coûts qui sont soutenus par les organes de supervision pour vous donner des informations. Ensuite, afin que vos propositions aient du succès, le comité directeur va allouer un budget pour les activités proposées dans votre proposition et ce budget va être alloué donc aux bénéficiaires et de façon séparée, le comité directeur va fournir un petit budget aux organes de supervision pour couvrir leurs coûts dans leur activité de soutien du pays ou de l'OP, dans la préparation et dans la mise en œuvre du projet. Donc, les frais des organes de supervision ne sont pas couverts par le budget de la proposition, mais par des budgets additionnels qui sont fournis qui sont alloués par le comité directeur aux organes de supervision par la suite. Et donc, l'éventuelle commission n'est pas inclue, elle est demandée par l'organe de supervision une fois que le comité directeur a décidé de l'allocation de ces financements. Et donc, l'organe de supervision décide quels seront ses frais pour aider l'OP ou le pays. Donc, tout le budget du projet va donc entièrement à la partie qui est engagée, c'est-à-dire que ce soit un pays ou une OP. Il y a d'autres questions dans le chat. Je vais essayer d'y répondre tout de suite. Je vois qu'il y a une question qui dit « Est-ce qu'il y a des chaînes de valeur préférées ?» Non, nous n'avons pas aucune liste de préférence en ce qui concerne les chaînes de valeur. Nous cherchons à nous baser sur la demande et sur le contexte dans les pays ou dans la région. Nous cherchons à voir quelles sont les priorités au niveau local. Je vois qu'il y a aussi une question. Est-ce que les OP qui ont déjà des projets en cours peuvent être éligibles? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a rien qui empêche une OP qui a déjà un projet en cours d'en soumettre un autre. Il y a aussi une très bonne question afin que le comité directeur, c'est-à-dire l'organe décisionnel du GAFSP, afin qu'il puisse engager toutes les ressources disponibles
si le montant demandé n'est pas exactement équivalent au fonds disponible, est-ce qu'on demande aux soumissionnaires de réduire leurs requêtes? Oui, ça nous est arrivé par le passé. Par le passé, nous avons eu des propositions qui étaient très fortes, très solides, et parfois le montant total demandé était supérieur au montant que nous avions disponible à allouer. Et dans ces cas-là, le TAC, le comité consultatif technique, je vous rappelle que c'est un organe indépendant, il a fait des recommandations en demandant de faire des ajustements et une petite réduction. Au niveau informel, ils ont dit qu'il s'agissait de faire une petite coupe de cheveux à ces projets. Mais il s'agissait donc de propositions très solides que nous aurions aimé financer, et donc on leur a demandé de modifier un petit peu la somme totale. Donc, c'est toujours utile à savoir. Il y a aussi une question, quelqu'un nous demande combien est-ce que de temps ça va prendre. Alors, l'appel est un appel ouvert. Donc, la période pour la préparation de la proposition va du 20 mai jusqu'au 8 septembre. Donc, nous avons encore quelques mois pendant lesquels vous allez travailler sur vos propositions, mais le 8 septembre, c'est vraiment la dernière échéance. Après, il y a le processus de révision qui prend bien quelques mois. Comme nous vous l'avons dit, nous avons un organe indépendant qui fait une analyse approfondie de toutes les propositions sur la base des critères dont on vous a parlé. Et ils font des recommandations au comité directeur au début novembre. Ensuite, le comité directeur se réunit en novembre et au début de décembre, on vous dira quels sont les résultats de la sélection. Alors, la question, est-ce que le GAFS peut financer au moins une bonne proposition pour chaque pays? Notre approche est vraiment basée sur la force et la solidité des propositions que nous recevons. Bien évidemment, nous souhaiterions soutenir le plus de pays possible, mais je ne sais pas s'il est effectivement possible de diviser ces fonds de façon aussi équitable que possible. Il y a aussi eu toute une série de questions pour avoir des rapports ou des projets en ce qui concernait l'initiative du maillon manquant, l'initiative MMI. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'évaluation formelle, mais nous avons du matériel, nous avons fait des ateliers et nous avons cherché à faire des évaluations qualitatives. Et ce matériel-là, on pourra vous l'envoyer. Et on pourra peut-être même un lien sur les initiatives pilotes en ce qui concerne l'initiative du maillon manquant. Est-ce que je peux intervenir parce que je me suis rendu compte que ma question sur les frais administratifs des organes de supervision en a soulevé d'autres? Alors, bien évidemment, toute assistance technique qui fait partie du projet sera fournie par les organes de supervision ou bien par la FAO ou le PAM, fera partie du budget du projet. Donc, tout financement qui sont en lien avec les activités proposées feront partie du budget, même s'il s'agit d'une assistance technique. Et ensuite, le frais
les frais administratifs des organes de supervision servent vraiment à aider les pays soumissionnaires et pas pour les activités qui sont en lien avec le projet. Donc, je m'excuse si peut-être je n'ai pas été tout à fait claire. Je vois qu'il y a plusieurs questions en ce qui concerne les OP pour plusieurs pays ou bien pour les organisations régionales. Alors, pour les OP, on ne peut couvrir qu'un seul pays et très souvent, nous voyons que ces propositions se concentrent sur une certaine région spécifique ou un domaine en particulier. Mais il ne faut pas qu'il y ait des propositions qui couvrent plusieurs pays. Donc, si vous souhaitez collaborer avec une organisation régionale, les activités doivent se concentrer sur un pays en particulier ou sur un domaine en particulier et doivent être dirigées par une OP qui soit donc enregistrée au niveau national. Il y a encore quelques questions. Il y avait aussi une question sur le suivi et l'évaluation et les directives. Donc, tout d'abord, merci d'avoir lu ces directives. Alors, le plan actuel de suivi et d'évaluation est actuellement en phase de révision et le nouveau plan de suivi et d'évaluation va sortir à la fin de l'année et ce ne sera pas, bien évidemment, des révisions très dramatique. Donc, le plan de suivi et d'évaluation actuel que vous voyez est assez indicatif du chemin que nous allons suivre. Toutefois, nous allons chercher à améliorer nos définitions des indicateurs, mais surtout en ce qui concerne la modalité des soumissions faites par les OP, afin d'avoir des indicateurs qui puissent être pertinents pour les OP et pour ces projets qui se concentrent principalement sur la capacité des OP, l'accès au financement, au marché et ainsi de suite. Mais le plan actuel de suivi et d'évaluation va rester tel qu'il est, quasiment entièrement. Il y aura juste quelques petits ajustements qui seront faits. Alors, malheureusement, les soumissions régionales des OP ne seront pas encore possibles. Et je vois qu'il y a une autre question sur les limites en termes de durée des projets. Alors, on ne vous demande pas quelle devrait être, on ne vous impose pas une durée limite, mais ceci dit, sur la base de mon expérience et celle du TAC, du Comité consultatif technique, il faut être réaliste et la nature des activités, la portée des activités que vous proposez donc, il faut qu'on voit si elle est appropriée et réaliste. Et bien évidemment, ce sont les experts qui vont en juger. Donc, il faut voir si votre proposition sera pertinente. Oui, alors oui, nous avions l'intention de répondre tout simplement à des questions par écrit, écrites dans le chat. Nous avons adopté cette approche afin d'avoir plus de clarté et pour être bien sûr de bien comprendre vos questions. Donc, je vous invite à les poser dans le chat. Il y a aussi une question sur le
potentiel ou bien après l'approbation des dons. Alors, nous avons déjà parlé du calendrier. Donc, d'ici début décembre, vous recevrez tous une réponse par rapport à vos soumissions. Et ensuite, quand est-ce que les financements seront disponibles et quand est-ce que les activités sur le terrain vont-elles commencer? Encore une fois, il n'y a aucun calendrier qui vous est imposé, mais sur la base du dernier comité directeur, nous souhaiterions que les activités commencent le plus tôt possible. Ceci dit, après l'approbation des dons, il y a tout un processus de préparation des projets. Donc, d'ici décembre, on se concentre sur les propositions. Et dans la proposition, on arrive à un certain niveau de détail. Et après l'approbation de la proposition, on s'attend à ce que vous investissiez un certain temps afin de rédiger entièrement votre projet en collaboration avec votre organe de supervision. Et c'est un processus qui peut prendre 6 mois. Et dans certains cas, ça peut prendre quasiment 1 an. Donc, il y a une phase de préparation de projet extrêmement intense. Et une fois que l'organe de supervision et vous-même, vous avez bien peaufiné votre projet, et une fois donc qu'il y a l'approbation finale aussi de l'organe de supervision, c'est à ce moment-là que vous recevrez effectivement les fonds. Pauline, est-ce que peut-être tu as vu des questions que je n'ai pas vues moi-même? Alors, nous n'avons pas de bureau de terrain du GASP. Vous pouvez contacter l'unité de coordination. Vous trouvez le courriel dans les directives et le modèle de proposition. Mais encore une fois, on vous invite à vous adresser à votre organe de supervision dans la préparation de votre proposition de projet à nous soumettre. Je vois une question sur les thèmes transversaux et s'il faut que ces thèmes-là soient déjà incorporés dans la proposition. Le GASP se concentre dans cet appel à proposition sur 3 thèmes transversaux, donc l'inclusion des jeunes femmes et des filles, la résilience par rapport au climat et la nutrition. Donc, améliorer le statut nutritionnel. Donc, vous ne devez pas nécessairement inclure ces thèmes transversaux dans votre proposition. Si vous estimez qu'une proposition technique doit inclure plusieurs de ces thèmes, vu la nature des systèmes agricoles, etc., et de l'impact sur les femmes, donc inclure des aspects relatifs au genre, ou bien relatifs au changement climatique, c'est-à-dire un tel type de production plutôt qu'un autre. Donc, ceci dépendra de la nature des activités que vous souhaitez mettre en œuvre. Et ensuite, il faudra voir aussi quels seront les résultats qui sont en lien avec ces thèmes. Donc, s'il y aura, par exemple, des interventions relatives à la nutrition qui peuvent par la suite être décrites dans la section numéro 4. Merci beaucoup, Pauline. Comme l'a dit Pauline,
Cet appel à proposition a été fait après la pandémie de COVID-19 et il vise principalement à soutenir les pays et les organisations de producteurs à faire face, à renforcer la résilience par rapport à leurs activités et pour répondre à la pandémie et aux effets négatifs de la pandémie et à la sécurité alimentaire en particulier. Et donc, la résilience est un thème très important. Et donc, nous nous attendons à ce que les propositions parlent aussi de cet aspect-là. Je vois. Est-ce que le montant demandé peut porter à éliminer une proposition? Comme je l'ai dit, il n'y a pas un montant minimum requis. Ceci dépendra de la proposition que vous faites. Mais c'est un peu comme pour la durée du projet. Il y aura toujours l'avis du TAC qui va analyser quelles sont les activités et pour voir si elles sont en ligne avec les objectifs et si le montant de financement que vous demandez est en ligne avec les activités. Et donc, si la proposition dans son ensemble est pertinente en tant que paquet. Et si ceci n'est pas le cas, ça peut être un facteur d'exclusion. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Il y a une question sur les coûts indirects des ONG qui soutiennent les OP. Et donc, en ce qui concerne le budget du projet, je dirais qu'il n'y a pas de prévision spécifique et le comité directeur recherche l'efficacité et un bon rapport coût-bénéfice. Et donc, en ce qui concerne les coûts généraux, les excédents, etc., tout ça devrait faire partie du budget du projet et on vous demande de considérer si les coûts proposés sont raisonnables. Alors, essayez d'être précis et être raisonnable dans vos évaluations concernant les dépenses. Et notre comité consultatif dispose d'une bonne expérience et sera en mesure de bien évaluer vos projets. Sera peser ce que vous déclarez dans vos propositions. Et donc, vous pouvez déclarer, si vous avez besoin d'aide concernant la façon d'élaborer votre budget et de peser vos dépenses, vous pouvez vous adresser à nous parce que nous pouvons intervenir pour répondre à vos questions. Je réalise qu'on a une question qui concerne la durée de la proposition. Alors, si la proposition dépasse 20 pages, est-ce que la proposition serait éliminée, disqualifiée? Eh bien, non. Les 20 pages sont une indication. Et donc, ceci étant dit, nous vous encourageons à respecter les 20 pages, être synthétique dans la description, dans vos descriptions. Et naturellement, si vous dépassez les 20 pages, votre projet sera considéré également, mais on vous encourage fortement à être synthétique et à respecter la limite indicative
que des 20 pages. C'est souvent plus difficile de résumer et d'être synthétique, mais par contre, nous espérons que que les candidats auront une idée assez synthétique à nous présenter afin que nous puissions clairement comprendre les besoins du projet, les intentions du projet sans avoir besoin d'élaborer de façon à de fournir trop d'informations. Et donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Ensuite, alors le montant minimum requis, est-ce que c'est mandataire? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, oui, votre supposition est correcte. Oui, nous souhaitions que vous répondiez à cette question et c'est obligatoire. Donc, il y a eu le cas où on avait de bonnes propositions qui avaient été présentées et nous voulions les financer, mais le montant total ne pouvait pas couvrir la totalité du montant. Et donc, on a essayé de voir à réduire la demande de façon à pouvoir financer le projet. Donc, je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Je ne sais pas si on se réfère à la période de préparation ou de mise en œuvre. Alors, la période de présentation, 2 ou 3 ans, c'est trop long. Ça, c'est déjà passé dans 2 ou 3 cas, mais il s'agissait de propositions de projets exceptionnels et il s'agissait de pays qui faisaient face à des conditions très difficiles. Il y avait eu des conflits inattendus qui ont causé un terrain de forte instabilité, ce qui a entravé les progrès du pays dans l'élaboration de sa proposition. Donc, si on parle de l'exécution du projet, de sa mise en œuvre, eh bien sûr, pour un projet OP du MMI, du maillon manquant, 2 ou 3 ans, comme durée de mise en œuvre de projet est une durée moyenne. Ça peut, par contre, ça peut aussi durer encore plus longtemps. Il y a alors, les priorités. Nous nous attendons à ce que les gouvernements fassent un processus de priorité, examinent les différents projets qu'ils voudraient soumettre et prioriser pour en soumettre un seul. Alors, qu'est-ce qui peut avantager un projet plutôt? Est-ce que le cofinancement peut avantager un projet plutôt qu'un autre? Non, le cofinancement n'est pas un aspect qui favorise un projet plutôt qu'un autre. C'est par contre une façon d'augmenter les revenus ou du projet, mais ce n'est pas une exigence du point de vue du GASP. Alors, pour les projets par pays, la déclaration d'un engagement auprès des OP est-il un document nécessaire? Alors, mon français n'est peut-être pas assez bon. Je n'ai peut-être pas bien compris la question, le sens de la question. Oui. Alors, pour les pays, pour les propositions de pays, nous exigeons des documents de soutien et la lettre d'accompagnement du ministère qui présente le projet. Et donc, on exige aussi des lettres d'aval des partenaires financiers
et aussi des lettres, des groupes de travail internes. Donc, dans la plupart des pays, il y a aussi des groupes de travail qui impliquent des partenaires qui se rallient et qui doivent être coordonnés à même le projet. Alors, il faut fournir des lettres de soutien, d'intention pour indiquer que ces parties prenantes sont impliquées dans le projet afin de s'assurer que des efforts qui ne seront pas doublés. Donc, les lettres de soutien des organes de supervision et des partenaires. Alors, il y a ces trois lettres, la lettre d'accompagnement, la lettre d'aval et d'intention. Voilà. On a deux questions qui sont reliées et qui viennent de Mamadou et de Alberta. Donc, je pense que ce sont des questions qui concernent la procédure après l'approbation de la proposition. Quelles sont les étapes supplémentaires? Alors, du point de vue du GASP, la première étape est la proposition, c'est-à-dire le concept qui nous parvient en septembre. Et sur la base de ce concept, nous allons décider si le projet sera retenu. Alors, si le projet est retenu, nous allons publier ces résultats en décembre et donc, que vous soyez un OP ou un pays, si votre projet a été retenu, vous allez être engagé dans un processus de préparation de deuxième phase qui vise la mise en œuvre du projet. Et donc, c'est là où intervient votre organe de supervision et ceci impliquera d'autres documents, donc des documents d'évaluation beaucoup plus détaillés qui devront nous parvenir dans un deuxième temps. Donc, oui, l'organe de supervision travaille avec le pays afin de préparer le concept du programme et ceci s'applique soit au projet présenté par les pays que par les OP. Pour être plus spécifique, les financements seront disponibles de 6 mois à 1 an après l'approbation du projet. Alors, ceci peut dépendre de la proposition parce que certains projets sont très complexes et par exemple, si on parle d'irrigation, alors là, la phase de préparation est plus longue. D'autres propositions que nous avons financées visent des activités continues et complémentent des projets qui sont en cours sur le terrain et fournissent des financements supplémentaires là où il y a des carences. Donc, si les financements du GASP si les financements du GASP sont utilisés pour financer des activités continues, alors la préparation est beaucoup plus rapide et peut durer 2 à 3 mois après l'approbation de la proposition. Donc, ça dépend du type de projet qui est décrit dans la proposition. Et ensuite, alors, la durée de la deuxième phase de préparation, celle après l'approbation de la proposition, dépend de la complexité du projet. Et il s'agit aussi si c'est une activité autonome ou si c'est une activité qui fait partie d'un programme qui implique plusieurs autres activités. Alors, il y a différents types de projets, différents types de complexité et donc le temps de préparation dédié aux projets lorsqu'ils ont été retenus, lorsque la soumission de la proposition a été acceptée, il y a la deuxième phase de préparation qui dépend de la complexité du projet. Merci, Pauline.
Je vois une autre question. Oui, j'aimerais confirmer que cet enregistrement sera disponible sur le site web du CASP et nous essaierons de vous envoyer aussi un lien à la fin de cette conférence afin que vous puissiez le suivre. Bien sûr, nous allons suivre cette séance par nous serons disponibles à répondre à vos questions après cette séance. Vous pouvez nous joindre par courriel et nous répondrons à vos questions supplémentaires. Je vois une autre question. Les OP ont-ils besoin d'une lettre d'aval? Alors, est-ce qu'on peut revoir les documents nécessaires pour les deux fois, pays et OP? Alors, merci beaucoup pour vos questions. Elles sont toutes pertinentes. J'aimerais maintenant revoir alors les différents documents requis pour la présentation de la proposition, de vos propositions. Alors, il y a les deux voies de proposition, OP et pays. Voilà les documents qui sont nécessaires. Alors, oui. Alors, les documents d'appui qui devraient accompagner vos propositions pour les OP, il n'y a que deux documents nécessaires. Donc, c'est la confirmation de préparation qui est fournie par votre organe de supervision qui vous soutient et qui vous accompagne durant toute la durée du projet à partir de sa conception jusqu'à son exécution. Et aussi, il y a des lettres de cofinancement. Alors, les lettres d'intention de cofinancement. Si vous n'avez pas de partenaire qui entend de cofinancer votre projet, il n'y a pas de lettre d'intention à soumettre. Et donc, je me réfère aussi à la deuxième table des directives, au deuxième tableau des directives. Alors, il y a la déclaration de l'organe de... alors, pour les pays, on doit fournir davantage de documentation et donc on doit présenter une lettre d'accompagnement du ministère de Finances ou d'autres ministères qui sont impliqués dans le projet. Et on a aussi la confirmation de la préparation de l'organe de supervision. Il y a aussi la lettre d'aval et aussi les lettres d'intention pour le cofinancement. Merci, Pauline. J'ai reçu également une autre question concernant les modalités OP pour savoir s'il y a une OP qui est un organe parapluie, si ça peut inclure les autres organisations qui sont reliées. Oui, bien sûr, ces OP parapluies sont éligibles. Et donc, il y a une autre question concernant le fait qu'un seul organe de supervision est permis par projet. Et s'il y en avait un deuxième qui pouvait être intéressé, pourrait-il participer? Alors, non. Alors, à ce moment-là, il faut choisir l'organe de supervision qui est mieux placé pour effectuer la supervision du projet. Et donc, encore une fois, il n'y a qu'un seul organe de supervision permis pour les soumissions OP. Et donc, merci Pauline pour avoir représenté cette diapo. Visitez notre site web. Nous avons
une page de questions fréquentes qui y est présentée et qui est toujours mise à jour. Et donc, nous allons tirer profit de vos questions et pouvoir élaborer cette page web pour fournir davantage de réponses. Alors, on a les langues anglais et français. Alors, vos documents peuvent être soumis. Alors, j'aimerais vous spécifier que même si vous pouvez télécharger les modèles de proposition en français, votre demande, votre proposition devra être soumise en anglais. Et les documents de soutien qui sont joints à la demande peuvent être en français, mais votre demande doit être rédigée en anglais. Alors, il y a aussi l'adresse email courriel qui est inclus dans les directives et qui est sur le site web, qui est votre référence pour communiquer et pour envoyer vos soumissions. Maintenant, je remercie Pauline qui nous a aidé à couvrir les besoins de cette session. Est-ce que Pauline a des commentaires, quelque chose qu'elle souhaiterait ajouter? En fait, j'aimerais ajouter que, tel que Natacha l'a mentionné, les propositions doivent être soumises en anglais. Nous savons que certains documents que vous joignez à votre proposition seront dans une autre langue, en français, en anglais, en arabe. Nous vous demandons de fournir en autant que possible la documentation en anglais. Si ces documents ne sont pas disponibles en anglais, vous pouvez quand même joindre la version en français ou à travers les liens hypertextes. Merci beaucoup. Je vois la boîte chat. Ceci étant dit, je crois que nous pouvons conclure cette séance. Ça, comme je l'ai dit, ça a vraiment été un plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir et de vous accompagner pour vous donner des informations sur le processus. Et je vous souhaite et je me réjouis à l'idée de recevoir un ample panoplie de propositions. Et je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans vos efforts sur le terrain et je vous remercie. Et je remercie en particulier Pauline qui nous a aidé, qui m'a aidé à répondre à vos questions et je remercie toute l'équipe. Merci beaucoup et au revoir. Thank you. Bye all. Merci. Au revoir. Bye. Thanks, Pauline. Thank you. Goodbye.